liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les... Alors, aujourd'hui, je suis très heureux qu'on célèbre quelqu'un pour qui la liberté, c'était pas un mot. Vous savez, le liberté aussi, mot valise. Tout le monde utilise n'importe comment, c'est l'auberge espagnole. Mais là, pour l'écrivain dont nous allons parler, que nous allons célébrer aujourd'hui, c'était pas un mot. C'était une réalité dans sa vie, dans ses écrits, justement. Et c'est resté une réalité, c'est évidemment George Orwell. George Orwell, vous connaissez tous, et si vous ne les avez pas lus, précipitez-vous sur La ferme des animaux, précipitez-vous sur, évidemment 1984. Et surtout, il faut savoir que George Orwell, aujourd'hui, est dans la collection de la Pléiade chez Gallimard, et que, évidemment, il est dans le domaine public, puisque ça fait plus de 70 ans qu'il est mort. Donc, George Orwell, Céline, on reçoit... Et oui, et pour parler effectivement d'Orwell, nous avons le plaisir de recevoir un spécialiste de l'écrivain britannique. Il est l'auteur de George Orwell, écrivain des gens ordinaires, un livre paru donc chez Première Partie. Et qu'on nous avait reçu à l'époque. Exactement. Il est aussi responsable des pages idées à l'hebdomadaire Marianne et cofondateur de la revue Le Comptoir. Alors Kevin Boucault-Victoire, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Alors effectivement, André l'a rappelé, 1984 et La ferme des animaux sont effectivement donc les deux romans les plus célèbres d'Orwell. Revenons sur 1984. Et pourquoi c'est aussi actuel? Mais qu'est-ce que ça raconte? Ouais. Mais surtout, qu'est-ce que ça raconte? Alors 1984 se passe dans le futur pour Orwell. Le roman est publié en 49, il écrit en 48. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle 1984. En fait, il a inversé le 4 et le 8. Et donc, ça se passe dans un monde futuriste pour lui, où le monde, en fait, serait séparé en quelques grands blocs continentaux. Son héros vit dans l'actuelle Europe, et ce continent s'appelle Océania. Il vit plus précisément en fait en Angleterre. Océania, ce grand pays, est dirigé par une idéologie, l'Angsos, le socialisme anglais en fait, et en fait a une organisation totalitaire, mais comme tous les autres pays du monde à ce moment-là. Et donc voilà, il y a plusieurs crimes. Le penser est devenu un crime. Il y a ce qu'on appelle le crime de penser. Mais même vivre une relation amoureuse devient possible. Il y a des écrans partout, des caméras qui vous surveillent jusque chez vous, d'où le Big Brother vous regarde. Et ça raconte l'histoire d'un quarantenaire qui s'appelle Winston Smith, petit fonctionnaire qui lui va tenter de s'extirper de tout ça. Notamment en tombant amoureux d'une femme et aussi en se plongeant sur les écrits d'un rebelle, Goldstein, qui est l'ennemi officiel du régime. Chaque jour, il y a une minute de haine qui lui est consacrée à la télé. Et voilà, il découvre son livre révolutionnaire et tente à partir de ses idées de s'extirper du régime. Ah oui, alors effectivement, vous le disiez, il y a une police de la pensée, et à ce propos, donc, Orwell écrit « Le crime de pensée n'entraîne pas la mort, le crime de pensée est la mort ». Oui, en fait, dans quelque chose qui est très visible dans 1984, c'est que la vérité n'existe plus. La vérité, en fait, est ce que nous dit le régime. C'est pour ça que Orwell écrit dedans que la vérité, c'est de dire que 2 et 2 font 4, parce que son héros, à un moment, est contraint de dire que 2 et 2 font 3. Pourquoi? Parce que le régime lui dit que 2 et 2 font 3. Et donc on doit croire ça, c'est donc, la vérité. Exactement. Et donc on doit non seulement on doit le dire, mais en plus on doit le croire. Et d'ailleurs, si on le dit mais qu'on ne le croit pas, pareil, on est puni. Et effectivement, en fait, le simple fait de penser devient un crime. Et ça, on le voit aussi avec un langage qui est créé, qui est la novlangue. La novlangue, en fait, qui est une forme de destruction, qui est une destruction du langage. On supprime, par exemple, tous les synonymes, tous les mots qui sont vus comme superflus. L'idée, en fait, est d'empêcher même la pensée, puisque si on n'a plus de mots pour dire ce qu'on pense, en fait, on ne peut plus le penser, tout simplement. Et oui, et à propos de la novlangue, effectivement, Orwell écrit « Nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée, car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer. » C'est exactement ça, oui. Ouais. C'est-à-dire que moins on a de mots à disposition, moins on peut penser, exactement. Parce que ça ne peut pas se formuler, bien Et sûr. oui, la novlangue est en quelque sorte un instrument de destruction intellectuelle. En fait, en détruisant les synonymes, en fait, on détruit la possibilité de nuancer
Et puis effectivement, en détruisant tous les mots superflus, en ne gardant que des mots fonctionnels, il devient effectivement impossible de penser, parce que finalement les seules choses qui pourraient être imprimées sont des notices, mais pas de livres, d'encyclopédies, etc. Oui. Mais alors là qui vient beaucoup Victoire, on arrive vraiment à l'actualité la plus incroyablement présente. Hier, j'en parlais encore, je donne un exemple, de novlangue qui est appliquée partout. Par exemple, il y a une société pour la protection des animaux, en tout cas, a arrêté de stigmatiser les animaux, qui dit, hier on avait le truc très officiellement, ne parlez plus pour dire trouillard, pour dire quelqu'un qui a peur, ne parlez plus de poule mouillée. Parce que poule mouillée, c'est insultant pour les... Et ne parlez plus d'un porc, parce que c'est insultant pour les cochons. Oui, c'est assez marrant. En fait, on n'a pas l'organisation de 1984 avec la dictature qui va avec, etc. Non, on a une société qui ressemble un peu plus d'ailleurs au meilleur des mondes d'Huxley, qui a été le prof d'Orwell au collège, au passage, le prof que Orwell a le plus apprécié. Mais effectivement, on a beaucoup de traits de 1984, la novlangue en fait partie. Ça a commencé avec le domaine économique. On ne dit plus un plan de licenciement, ça devient un plan de sauvegarde de l'emploi. Et plein de mots comme ça qui sont arrivés par le femme de ménage, on dit technicienne de surface, exactement. L'écriture inclusive. On n'est plus aveugle, on est malvoyant. Oui. On n'est plus nain, on est comment on dit, petit de taille, enfin, etc. Oui. Mais l'écriture inclusive, est-ce qu'elle fait partie aujourd'hui de la novlangue ou pas, alors, André Berkoff, Kevin? Alors selon moi, dans une société où on a déjà où les enfants ont assez de difficultés comme ça à apprendre le français, à apprendre la grammaire, ajouter de l'écriture inclusive. Aujourd'hui, dans le Figaro, on avait un article sur l'écriture inclusive, comment ça s'impose à la fac, mais on peut aussi trouver des instituts qui commencent à essayer d'apprendre, d'inculquer l'écriture inclusive aux enfants, sachant qu'en plus, entre eux, ils sont même pas d'accord entre, où il faut mettre le point médian, est-ce qu'il faut faire l'accord de proximité, le point médian, etc. Déjà, ils sont pas d'accord entre eux, mais en plus, ils veulent l'inculquer à des enfants qui ont déjà du mal à apprendre le subjonctif. Moi, par exemple, qui ai fait ma scolarité dans une ZEP, on ne m'a jamais appris le subjonctif à l'école. Donc, je préférais qu'on apprenne ça à des enfants plutôt qu'effectivement de leur apprendre à mettre des points un peu partout et à rendre illisible la langue. Et je suis désolé, mais je suis curieux de voir ce que donnerait Proust en écriture inclusive. La recherche du temps perdu deviendrait illisible totalement. Toute la littérature, évidemment. Hugo, Balzac, etc. Ça deviendrait illisible, oui. Alors, autre moyen d'oppression imaginé par Orwell dans 1984 et qui sont donc plus actuels que jamais, c'est donc la réécriture de l'histoire et la double pensée. Expliquez-nous alors. En quoi consiste cette double pensée? Alors, la double pensée, c'est l'idée de penser quelque chose sur un point et sur un autre point de penser exactement l'inverse sans voir qu'il y ait une contradiction entre les deux. Je vais prendre un exemple assez simple là, qui n'est pas exactement tiré d'Orwell, mais de Jean-Claude Michéa, qui est l'un de ses principaux introducteurs en France. Jean-Claude Michéa a justement sorti un livre qui s'appelle La double pensée. Et ce qu'il théorise dedans, c'est l'idée que aujourd'hui, la gauche et la droite sont tous les deux soumis à une forme de double pensée, parce que la gauche est favorable au libéralisme culturel, donc sur la question sociétale, on fait ce qu'on veut. Par contre, sur l'économie, ils sont anti-libéraux, c'est-à-dire effectivement, il y a des normes, etc. en économie. Il explique que la droite, c'est exactement l'inverse. Aujourd'hui, sur les questions culturelles, la droite est antilibérale parce qu'elle veut des normes, alors que sur les questions économiques, au contraire, elle prône tout et son contraire. Elle prône l'idée qu'on peut tout faire. Et donc, effectivement, ces deux camps pensent en fait des choses opposées sur deux domaines différents sans voir que logiquement il y a une contradiction. Et c'est exactement ça. Et la double pensée dans 1984, non seulement elle a lieu, mais elle est rendue obligatoire puisque de toute manière la logique est abolie. Et oui. Est-ce que c'est le en même temps de Macron, la double pensée? Alors ça pourrait être le en même temps de Macron. Quelque part. Quelque part, oui, ça pourrait être le en même temps de Macron. Le en même temps de Macron, c'est pas théorisé comme tel chez Macron, mais ça peut aussi ressembler à de la dialectique, c'est-à-dire l'idée de penser les contraires pour arriver soit une synthèse ou une manière de dépasser les contraires. Je ne pense pas que Macron fasse ça non plus pour autant, mais effectivement, ça peut aussi être cette idée. D'un côté, il n'y a pas de culture française, comme il le dit dans la campagne, et en même temps, il faut la préserver à travers la République. On le voit avec la loi sur le séparatisme actuellement, quoi.
Alors, autre notion orwellienne qui a gagné, on peut le dire, le monde des idées d'aujourd'hui, c'est la décence ordinaire. Comment la définir, Kevin Alors, la Boukovic, décence toi ordinaire, c'est encore un peu plus complexe parce que c'est un mot qui l'utilise, c'est une expression. Common decency, c'est une expression qu'il utilise énormément dans ses livres, sans jamais la définir. Donc en fait, ce sont encore ses disciples, on va dire, qui l'ont défini en France, donc notamment Jean-Claude Michat, mais aussi un autre philosophe qui est phénoménologue, Bruce Bégou, qui a consacré un livre entier. Donc la décence ordinaire ou la décence commune, c'est cette idée que d'abord certaines choses ne se font pas pour Orwell. Et en fait, ça vient surtout de l'habitude ou de la tradition. Et pour lui, en fait, les hommes moyens, sans mépris, hein, c'est-à-dire voilà le français, peuple. voilà le peuple anglais moyen, par exemple, a certaines idées, à certaines traditions, à certaines coutumes, et aussi a conscience que certaines choses sont indécentes, mais de manière instinctive. Ça ne vient pas d'une grande théorie. Comme par exemple, le salaire de Zlatan, par exemple, c'est quelque chose d'indécent. La politesse, ça fait partie de la common decency. Oui, des règles de base. Ce sont des règles de base, effectivement, qu'on n'a pas besoin de théoriser, qu'on n'a pas forcément besoin d'apprendre, mais qu'on vit au quotidien. C'est la pédophilie, on pourrait dire que c'est aussi quelque chose qui relève de la common decency. On ne peut pas accepter on ne peut pas accepter qu'on fasse certaines choses à des enfants. Là, il y a une loi sur la pédophilie, mais même s'il n'y en avait pas, pour Orwell, ça ferait partie de ces choses qu'on n'accepte pas. Et donc, la common decency, c'est en fait un ensemble de règles un peu informelles. C'est une certaine forme de sagesse. Oui, c'est ça, c'est une sorte de sagesse populaire, de bon sens populaire, qui vient effectivement de la pratique, de l'entraide. Du fait que les gens, c'est ça, du fait que les gens sont capables d'échanger entre eux, et donc ils savent qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire à son voisin, parce que effectivement la réciproque n'est pas acceptable, quoi. Oui. Alors dans 1984, Orwell, effectivement, on l'a dit, il a été très visionnaire, et il voyait donc chez les classes populaires la dernière force de résistance possible contre la démesure de la modernité. Est-ce qu'on peut dire que, en quelque sorte, c'est un prophète du populisme, Orwell ? On pourrait dire ça. Orwell, effectivement, explique que s'il reste un peu d'espoir, c'est dans les classes populaires. Il écrit quelque chose qui ferait hérisser aujourd'hui presque toute la gauche, et qu'il explique que l'ouvrier est naturellement plus socialiste que n'importe lequel des théoriciens marxistes. Il a aussi une forme de critique ou de détestation des intellectuels, pas de l'intelligence ou de la réflexion, mais vraiment des intellectuels comme classe qui veut imposer ses idées au mépris du réel. Il écrit qu'il y a des idées d'une telle absurdité que seul un intellectuel pourrait y croire. Il écrit aussi que ce qui lui rend détestable la gauche, surtout chez ces intellectuels, c'est leur ignorance crasse des choses concrètes. Et il dira aussi, le grand tort des intellectuels fascistes, c'est de ne pas avoir été en même temps antitotalitaire. Exactement, c'est ça. Ouais. Et donc, effectivement, il y a une forme de pensée du dégagisme, et de l'idée que c'est d'abord les classes populaires qui doivent mener le combat socialiste au sens où il l'entend. D'ailleurs, il dit que le socialisme a mieux à faire que d'être un club de dialecticiens marxistes, mais devrait d'abord être une ligue des opprimés contre les oppresseurs. Ok. Alors, dans ce monde terrible qu'il dépeint dans 1984, il y a quand même une note d'espoir, et il faut le souligner aujourd'hui sur Sud Radio. C'est à la fin du livre, quand il écrit ceci: d'une façon ou d'une autre, vous échouerez, la vie vous vaincra. Il y a quelque chose dans l'univers, un esprit, un principe que vous n'abattrez jamais. Oui. C'est intéressant, ça. Oui, effectivement, pour lui, l'homme a une aspiration à la liberté, à la beauté, à l'émerveillement, dans un texte assez peu connu de lui, mais vraiment très important, qui s'appelle Réflexion sur le crapaud ordinaire, où il s'émerveille en fait du retour du printemps, et notamment justement du fait de pouvoir observer les crapauds. Et il explique en fait que l'homme n'aura que faire d'une utopie où la technique fera tout à sa place. Ce que l'homme a besoin, c'est d'abord d'être capable de s'émerveiller. Et si les socialistes ne voient pas que qu'il faut d'abord être capable de s'émerveiller, notamment au retour du printemps, du beau jour et de la nature,
en fait, tout combat est vain, quoi. Et pour lui, c'est ça aussi dans le Quai de Wigan, qui est son principal essai politique. Ouais. Au chapitre 12, il explique que l'homme n'est pas qu'un estomac sur pattes, il a aussi besoin de réaliser des choses concrètes, notamment de ses mains. Et c'est pour ça qu'il ne croit pas au progrès, parce que le progrès voudrait nous transformer en quelque chose qui tient du cerveau dans un bocal, et donc nous empêcherait aussi de nous réaliser en tant qu'être humain. Ce qui est très intéressant, justement, en ces temps de transhumanisme et d'intelligence artificielle, on ne parle que de ça. À mon avis, il s'y opposerait, non? Non, oui, complètement. Absolument. Oui. C'est-à-dire que, justement, c'est ce que vient de dire Kevin Boucault-Victoire. Ce qui est intéressant, c'est qu'Orwell montre que, justement, il ne s'agit pas de rejeter la technologie, c'est pas son problème, mais de dire que s'il n'y a pas l'humain, l'émerveillement, le content qu'on le voit aujourd'hui, en ces temps de confinement, etc., il écrit à propos du progrès. Que le critère doit être est-ce qu'il nous rend plus humains ou moins humains, et donc effectivement pour lui certaines choses sont assez déshumanisantes, le travail à la chaîne par exemple, mais pas que. Et effectivement ce qu'il reproche à certains progrès, c'est aussi le fait de nous désapprendre certaines choses. Par exemple, il dit que quelque part n'importe quel idiot pourrait passer son permis de conduire et conduire une voiture. Le problème, c'est que ça a désappris le fait de monter à cheval, par exemple, qui est quelque chose d'un peu plus noble que de conduire une voiture. Et donc, effectivement, il ne pense pas qu'on pourrait retourner à l'âge de pierre et débarrasser de la lampe à huile. Voilà. D'ailleurs, lui-même, il dit qu'il a beau se méfier du progrès technique, si on le retirait tout son progrès, il en mourrait parce qu'il n'est plus capable de vivre sans, de toute façon. Il y a de ça, mais il nous apprend une forme de méfiance ou de distance critique au sens philosophique du terme, c'est-à-dire à rester, à garder une certaine distance, une bonne distance aux choses. Et effectivement, aujourd'hui, il nous dirait que être humain, ce n'est pas d'être toute la journée collé sur son smartphone entre les réseaux sociaux et Netflix, mais c'est aussi d'être capable d'aller lire un livre, ou mieux, d'aller chez son voisin pour partager un peut-être de ne pas être dans le télétravail 24 heures sur 24. Exactement, et de ne pas être confiné, quoi. C'est ça. Qu'est-ce qui lui a inspiré, vous en avez parlé en début d'émission, mais revenons plus en détail, qu'est-ce qui lui a inspiré ce roman d'anticipation, donc 1984? Alors, comme La ferme des animaux, c'est l'expérience qu'il a vécue en fait en 1936 en Catalogne. Donc Orwell à l'époque, d'ailleurs, il n'a pas changé, et donc se définit comme socialiste démocratique. Et en fait, à l'époque, il est proche d'un parti qui est à la gauche du Labour, l'Independent Labour Party, qui est proche d'un parti espagnol qui s'appelle le PUM, le Parti d'ouvriers d'unification marxiste, qui est un parti non pas trotskiste comme le disaient les staliniens, mais un parti communiste non stalinien. Il les rejoint en fait pendant la guerre d'Espagne, pendant le coup d'État de Franco, exactement en 36. Et là-bas, il est combattant, il y voit une formidable révolte sociale où on se met à collectiviser des terres, les usines fonctionnent presque toutes seules, c'est-à-dire les ouvriers n'ont pas besoin de patron, etc. Et en fait, l'expérience est en fait détruite par le PC, le Parti communiste espagnol, sous ordre de Staline, qui se met en fait à chasser les anarchistes et le PUM. Et à les massacrer. Et Orwell s'en va, doit s'en aller, poursuivi en fait non pas par les fascistes qu'il est venu combattre, mais par des communistes. Il rentre en Grande-Bretagne et là, il est horrifié. Il voit des articles qui sont totalement déconnectés de la réalité, qui parlent de batailles qui n'ont jamais eu lieu, qui mettent de côté des faits historiques majeurs. La désinformation, la fake news. C'est ça. En fait, la vérité n'a plus cours. Parce que en fait la gauche qui tient la presse à l'époque soutient le camp républicain tenu par les communistes staliniens et par Staline lui-même donc. Et donc en fait il voit que la vérité n'existe plus, lui il essaie de rétablir la vérité. Et de là vient 1984. Exactement, parce qu'il comprend en fait que le totalitarisme commence par la réécriture de la vérité, par l'interdiction en fait de la vérité. Et ce que nous apprend notre époque, c'est le totalitarisme peut être soft ou hard, évidemment. Oui, aujourd'hui, on a une forme de totalitarisme gentil, oui. Et oui, donc 1984 sera effectivement publié en 1948. Il décédera effectivement... En 49. Il écrit en 48. Il écrit en 48, il est publié en 49. Il décédera en 1950, donc un an plus tard. Et 71 ans après sa mort, eh bien, Orwell est vraiment toujours d'actualité. Pour comprendre son œuvre, eh bien, il faut connaître sa vie. Qui est-il? D'où vient-il? On continue de vous parler d'Orwell dans un instant sur Sud Radio avec Kevin Boucault-Victoire. El ejército del Ebro, rumba, 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 la. El ejército del Ebro, rumba, 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 la. Una noche el río pasó, ay,
et Carmela, une des grandes chansons cultes, immortelles de la guerre d'Espagne, côté évidemment républicain, et il y a eu des pièces de théâtre, et il y a eu évidemment des concerts là-dessus. Et il faut rappeler justement, Kevin Boucault-Victoire le rappelait, que Orwell a pris conscience de beaucoup de choses pendant la guerre d'Espagne. Et ce qui est intéressant, c'est comme Köstler, c'est comme d'autres, ce sont des gens, vous savez, c'est pas des intellectuels qui sont restés en chaise longue chez eux, dans leur fauteuil bien bourré. Il est allé, lui, il a fait la guerre d'Espagne, effectivement, au POUM, dont on parlait, et qui est un mouvement plutôt anarchiste, en tout cas, je veux dire, et qui a été effectivement liquidé par les staliniens à l'époque, et donc ça lui a beaucoup appris, et c'est pour ça qu'Orwell, on ne peut pas séparer sa vie de son œuvre. Et oui, effectivement, et on en parle donc avec Kevin Boucault-Victoire, qui est journaliste, essayiste, auteur de George Orwell, écrivain des gens ordinaires, un livre paru donc chez Première Partie. Alors effectivement, pour comprendre son œuvre, il faut connaître sa vie, c'est ce que disait surtout Simon Leys, c'était l'un de ses plus grands biographes. Alors Kevin, qui était George Orwell ? Alors Orwell, c'est déjà le fils d'un fonctionnaire anglais. Il naît en Inde, donc son père travaille pour l'Empire colonial anglais en 1903, d'une fratrie de 3 enfants, et il revient très rapidement en Angleterre. Et il fréquente les meilleures écoles. D'abord Saint-Cyprien, qui est une public school, l'équivalent pour le coup d'une école privée, où il est le plus pauvre de l'école, bien que appartenant pourtant au haut de la société anglaise. Il est même boursier, et les profs n'hésitent jamais à le lui rappeler, et les élèves à le mépriser. Donc il a déjà une forme de... Il sait ce qu'est le mépris de classe, alors qu'il est quand même bien né. Oui, Ensuite, il dira effectivement que ça a été un cauchemar pour lui. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça, et il dit que ça a été un cauchemar, même s'il a rencontré certains de ses meilleurs amis, comme Cyril Connelly, avec qui il continuera de correspondre. Bon élève, il rentre à Eton, qui est le meilleur collège et lycée anglais. Un autre, Orwell s'appelle Eric Blair, un autre de ses homonymes, Tony Blair, par exemple, des années plus tard, il aura fait aussi ses études. Il a Huxley, comme j'ai dit, comme prof à un moment. Et Huxley du meilleur des mondes. Exactement. Et la Birmanie, c'est venu très vite. Ça vient très vite. Donc en fait, après cette expérience d'Eton, où il n'est pas finalement, il n'est plus un bon élève, il s'ennuie à l'école, il aime écrire et rêvasser ou jouer au foot. Et donc après son bac, plutôt que de continuer ses études, il décide effectivement de s'engager en Birmanie pour l'empire colonial, un peu comme l'a fait son père. Et c'est là en fait son premier grand choc, c'est qu'il voit en fait les crimes anglais à l'empire colonial, et donc il décide de quitter, de revenir en Angleterre, où il dit qu'à ce moment-là, il ramène tout à une théorie simple, c'est que l'oppresseur a toujours tort et l'opprimé a toujours raison. Il y reviendra néanmoins sur cette théorie. Oui, c'est un peu qui est très manichéen, mais à ce moment-là, en fait, il est dégoûté, voilà, de toute forme d'exploitation de l'homme par l'homme. Il n'est pas encore vraiment, il n'a pas d'orientation politique. Il ne sait pas qui il est, mais il sait qu'il déteste l'injustice. Donc il revient en Angleterre, et puis c'est là où il commence à écrire. Il fait des petits boulots en France, en Angleterre. Ça donne un très bon livre qui s'appelle Dans la Dèche à Paris, à Londres. Magnifique. Exactement. Où il était à l'hôtel Loti, rue de Castiglione. Exactement. Il était à la plonge. Voilà, c'est ça. Et il vivait à rue du Pot de Fer, dans le 5e arrondissement de Paris. Oui. Il a vraiment été clochard. Oui, il a été clochard à certains moments, pas toujours, mais il a été à certains moments. Il a fait la plonge, il a fait des petits boulots. En fait, il vivait chez sa tante au départ, qui a de l'argent, mais qui à un moment lui a dit bon, j'en ai un peu marre de toi qui ne fais rien et qui passe son temps à écrire. Et donc effectivement, il se retrouve un moment à la rue, il fait des petits boulots, et il partage sa vie en fait avec les plus nécessiteux, quoi. Oui, et c'est donc à ce moment-là qu'il prend le pseudonyme de George Orwell. Exactement. Ouais. On ne sait pas exactement pourquoi, mais apparemment, voilà. il n'était pas très satisfait de ce livre. Il n'était pas la très Dèche, satisfait il était très satisfait de ce livre, effectivement, qui d'ailleurs ne rencontre aucun succès, mais qui est un livre vraiment intéressant, un livre à lire, à lire, et voilà, pour comprendre un peu les bas-fonds français et anglais de l'époque. Ouais. Et alors après, il y a eu la guerre d'Espagne. On ne va pas y revenir. On en a parlé. Oui, avant ça, il y a le quai de Wigan. Ah oui, le quai de Wigan. Il n'est pas encore socialiste. Et, son deuxième essai politique. Exactement. Et en fait, son éditeur lui demande une enquête auprès des ouvriers de la ville de Wigan. Il y va au début à reculons, mais il a besoin d'argent, on lui donne un bel avaloir, et c'est là où il est frappé
en partageant la vie des ouvriers, non plus franchement les bas-fonds, les clochards, etc., mais les ouvriers eux-mêmes. Il est frappé et donc il est converti presque de manière religieuse au socialisme. À la cause ouvrière. Voilà. Et donc effectivement la guerre d'Espagne, il revient ensuite avec une balle dans la gorge au passage de cette guerre. Eh oui, il l'a vraiment. Et donc là, dans on est sa en peau. 36, et en 43, il se met à rédiger donc La ferme des animaux. Exactement. Racontez-nous le propos de ce livre qui est vraiment, c'est un chef-d'œuvre. C'est un peu c'est une fable, La ferme des animaux. Ça raconte l'histoire donc c'est une ferme comme on en connaît tous, avec des êtres humains et des animaux qui mine de rien travaillent pour ces êtres humains. Et un vieux cochon, le vieux sage, avant de mourir, leur explique quand même à tous ces animaux qu'en fait ils sont opprimés par les êtres humains et ils devraient se révolter. Donc ce vieux sage meurt, c'est une allégorie de Karl Marx. Ouais. Et après sa le mort, vieux cochon, c'est un peu Karl Marx. c'est Karl Marx effectivement qui dévoile en fait aux animaux l'oppression qu'ils subissent. Et donc les animaux finissent par l'écouter et donc mènent une révolution, chassent les êtres humains et décident de faire tourner la ferme eux-mêmes de manière égalitaire. Autogestion. Autogestion, sauf que... Avec un règlement bien précis. Ah oui, avec 10 règles, notamment qui stipulent que tous les animaux sont égaux. Sauf que parmi ces animaux, il y a les cochons, qui eux sont quand même, c'est eux qui ont fait la révolution, qui ont été l'avant-garde de cette révolution. Et finalement, c'est eux qui disent à chacun, toi tu feras ça, toi tu feras ça, toi tu feras ça. Et donc l'un des cochons finalement commence à dire, bon là on va trop loin, c'est Boule de neige qui est une allégorie de Trotsky, et il commence à dire au chef des cochons, Napoléon, on va peut-être trop loin. Il finit par être chassé de la ferme, les chiens qui sont les bras armés des cochons le chassent, et on commence à dire, vous voyez, une Boule de neige en fait œuvrait contre l'intérêt de la ferme. Et petit à petit se met une vraie dictature des cochons. Et d'ailleurs, la règle, tous les animaux sont égaux, finit par devenir tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Ouais. Et à la Ça, fin, c'était l'âne cynique. c'est ça. Et à la fin, que se passe-t-il ? Eh ben, on voit ces cochons commencer à traiter avec les êtres humains et donc à faire du commerce avec les anciens êtres humains dont on disait le plus grand des mâles. Ouais. Voilà. Et à la fin, en fait, cochons et êtres humains s'entendent en bons capitalistes. On collabore. Exactement. Voilà. Eh oui. En tout cas, c'est grâce à ce livre qu'il va enfin connaître la gloire. le succès, Et effectivement. Oui. Et il a du mal, à l'époque, il a eu du mal à le faire publier. Oui. Ouais. On est après la guerre. Ouais. À l'époque, il faut pas dire du mal de l'allié soviétique qui nous a quand même rendu service. Et ça, il faut l'avouer, il nous a quand même vraiment rendu service. Et donc là, il ne faut plus dire du mal des soviétiques. Et il est impossible pour lui de publier ça dans une grande maison d'édition. Il finit par publier ça presque de manière confidentielle. Il rencontre un énorme succès, effectivement, alors que jusqu'à présent, tous ces livres avaient été des flops. Il commençait quand même à avoir une certaine notoriété médiatique pendant la guerre, où en fait il est rédacteur en chef à la Tribune, il a des chroniques, etc. Mais ces livres ne décollent pas pour autant, mais on commence à savoir qui est Orwell. Il publie ce livre, c'est un énorme succès, et le deuxième succès, ce sera 1984, qui lui fera bien mieux. Et c'est un peu avant sa mort, ça. Exactement. Oui. On peut dire qu'il a quand même eu du mal à trouver son style. Et il a eu du mal à trouver son style, il a trouvé un style finalement assez simple. Des mots très compréhensibles par tous, une écriture assez fluide, parce que pour lui aussi, l'idée c'était que tout le monde puisse le comprendre. Et donc il finit par allier, dans un texte qui s'appelle « Pourquoi j'écris », il explique qu'il a voulu faire de l'écriture politique une œuvre d'art, et donc il a voulu effectivement combiner un propos très politisé, mais aussi une expérience esthétique, et puis aussi une forme d'ego, parce que écrire pour lui, il a c'était voulu aussi... être un écrivain. C'est ça, il a voulu être écrivain. exactement. Et il l'était. Et oui, on continue de parler d'Orwell sur Sud Radio, et dans un instant, Xavier Coste qui publie une bande dessinée remarquable, adaptée donc de 1984, le chef-d'œuvre d'Orwell. Il va nous rejoindre avec grand plaisir. On va l'interviewer sur cette BD extraordinaire. Alors à tout de suite sur Sud Radio. Leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. All in all, it's just Qui ne connaît pas évidemment The Wall, Pink Floyd, The Wall.
Et ça, Orwell est quelqu'un qui a arrêté à faire tomber beaucoup de murs. On en parlait de murs et il faut dire qu'il y a quelque chose de très intéressant, on va en parler justement pour le très bel album fait par Xavier Coste, 1984, c'est que les œuvres d'Orwell, je l'ai dit au début, sont tombées dans le domaine public depuis le 1er janvier, soit 71 ans après sa mort, parce que c'est les limites de la loi. Il est mort à 46 ans de tuberculose le 21 janvier 1950. Et oui, les maisons d'édition se sont précipitées, évidemment, pour les rééditions. Et oui, pas moins de 4 bandes dessinées adaptées de son roman majeur 1984 ont été publiées, André, depuis effectivement le début de l'année. L'une d'entre elles, il faut le dire, c'est un véritable chef-d'œuvre. C'est celle de Xavier Coste, qui vient de nous rejoindre sur Sud Radio. Alors bonjour Xavier, votre BD est publiée donc chez Sarbacane. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cet album? Dites-nous. Bonjour, alors oui, tout d'abord, on parle de projets d'éditeurs, mais je pense que c'est aussi des projets d'auteurs en fait. Oui, c'est vrai. Et dans mon cas, ça fait 15 ans que j'ai qu'une idée en tête, c'est adapter 1984. C'est un roman que j'ai découvert adolescent. Et à la première lecture, ça a été un énorme choc littéraire et j'ai tout de suite eu des images en tête et cette envie de le transposer sous forme de bande dessinée. Et depuis que j'ai 15 ans, j'ai démarché beaucoup d'éditeurs et on a essayé plusieurs fois d'avoir les droits, ce qui n'a pas été possible. Et du coup, depuis le 1er janvier 2021, on a enfin réussi à faire le livre. Mais j'ai passé les 3 dernières années à travailler dessus et c'est vraiment c'est un peu le projet de ma vie, ce qui fait sourire parce que j'ai 31 ans. Du coup, il y a plein de gens qui me disent que maintenant c'est bon, je peux mourir, mais ce qui est peut-être un peu excessif. Mais disons que c'est vraiment le plus gros projet que j'avais en tête. Donc, à l'âge de 15 ans, vous découvrez le livre, mais vous avez tout de suite pensé en disant je vais en faire des... Oui, avec l'énergie de la jeunesse, en fait, le côté assez inconscient, en lisant un chef-d'œuvre comme ça, monumental, se dire c'est bon, j'ai 15 ans, je vais l'adapter, quoi. Donc c'est pas du tout, comme vous le voyez, une démarche mercantile de ma part, où j'ai regardé un calendrier, j'ai vu que ça tombait dans le domaine public, je me suis dit que c'était une façon de faire de l'argent, c'est absolument pas le cas. Bien sûr. Voilà. En tout cas, le résultat est extraordinaire. Cet album est magnifique. Il faut absolument que vous le lisiez, chers auditeurs de Sud Radio. Alors, comment vous avez fait pour retranscrire, donc graphiquement, l'esprit, la pensée de l'écrivain? Et le langage. Et le langage, les mots. En fait, il y a quelque chose d'assez, indéfini et qui est de l'ordre de l'émotion avec le texte. En fait, c'est que à 15 ans, j'avais déjà des images d'adaptation qui ressemblent à celles que j'ai fait aujourd'hui, quoi. Sur la couverture, notamment, on voit des hommes en costume cravate sur un escalator et ils sont comme en quelque sorte aspirés par l'œil de Big Brother is watching you. Et c'est des images que j'avais déjà en tête à l'époque, qui correspondent pas tout à fait à l'imagerie de 1984 telle qu'on la connaît. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de retranscrire le roman tel qu'il est, dans sa quasi-intégralité. Et d'ailleurs, je suis parti de l'édition originale en anglais, que j'ai retraduite avec l'aide de l'éditeur. Mais pour moi, ça n'avait aucun sens de retranscrire le texte sans apporter quelque chose de personnel, en fait. D'autant plus qu'il y a eu plusieurs adaptations au cinéma, dont la dernière, qui est sortie en 1984, avait eu beaucoup de succès et avait posé les bases dans l'imaginaire collectif de ce que c'était visuellement 1984. Donc je voulais vraiment proposer quelque chose de nouveau. Et pour ça, je me suis beaucoup inspiré de l'architecture brutaliste, qui est une architecture à base de béton, avec des grands immeubles, qui permettent d'écraser les individus. Et visuellement, graphiquement, j'ai beaucoup joué avec ça, et ça m'a servi à installer mon ambiance, quoi. Ah oui, alors la majorité des personnages sont esquissés, dénués, sans visage. Pour quelle raison vous avez pris... C'est un livre où les hommes sont complètement déshumanisés et c'est ce qui a été aussi quelque chose d'assez complexe parce que mon album fait plus de 230 pages et j'essaye de ne pas perdre le lecteur et qu'en tournant la page il y ait une surprise ou une surprise graphique, sauf que sur les 50 premières pages du roman on a un personnage principal qui est assis à sa table, qui parle à personne, qui est complètement en introspection et quand il croise des gens il ne doit vraiment dégager aucune émotion, donc ça a été quelque chose de compliqué à retranscrire. Et du coup, graphiquement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné uniquement les visages des personnages principaux. Les personnages secondaires ou les figurants, soit sont complètement esquissés, soit sont entièrement flous. Et c'est pour ça aussi que j'ai utilisé ces architectures pour essayer de donner du rythme à ma bande dessinée. Ah oui, alors il faut rappeler effectivement que ce texte a été écrit il y a maintenant 73 ans. La touche de modernité à votre BD, quelle touche vous avez donnée en particulier? Notamment les costumes, je crois, non? Voilà, c'est surtout les costumes, parce que dans le roman, tous les personnages sont en bleu de travail, ce qui correspondait aussi à la mentalité de l'époque et à l'imagerie qu'on pouvait avoir avec des œuvres comme Les Temps modernes. C'est vraiment quelque chose qui marchait avec
avec les romans de l'époque, mais je trouve qu'aujourd'hui ça avait un côté assez daté qui empêchait de se projeter dans cette œuvre, et j'ai souhaité la moderniser, mais vraiment en poussant très légèrement le curseur. Donc les personnages évoluent dans un monde qui ressemble à une sorte de La Défense déshumanisée. Ce qui est un peu la façon dont je vois Big Brother et 1984 aujourd'hui, quoi. Donc je trouvais ça intéressant de le placer dans un contexte plus proche de nous, sans toucher au texte encore. Et vous-même, Xavier Coste, est-ce que vous sentez que l'époque, on en a parlé, mais que l'époque où on vit aujourd'hui, elle a quelque chose d'orwellien ? Bah, complètement, et ce qui est dramatique, c'est que moi, ce qui m'intéresse dans mon travail d'auteur de bande dessinée, c'est justement d'échapper au quotidien. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire ma bande dessinée, ça m'a pris 3 ans. J'avais une vie tout à fait rose, j'accueillais mon premier enfant, donc j'étais pas du tout dans ces problématiques-là. Et le terminer en plein premier confinement avec des attestations de déplacement, c'est quelque chose que j'ai assez mal vécu, parce que j'avais l'impression d'être devenu complètement fou, en fait, et que ma vie avait rejoint les dessins que j'avais fait. Ça. La vie avait rejoint l'œuvre. Enfin, et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai souhaité rajouter une attestation de déplacement en page de titre, parce qu'encore une fois, je voulais pas toucher au texte d'Orwell, parce que je voyais ça comme un cadeau sacré, il fallait que j'essaye de lui rendre honneur, mais je me suis dit que c'était un petit clin d'œil à notre actualité, et puis ça permettait de dater la bande dessinée tout simplement, et puis si un jour peut-être on sort de la pandémie, on se souviendra que ce livre a été fait pendant ces années-là. C'est vrai. Et Kevin, juste un mot par rapport à ça, c'est vrai, il y a eu énormément d'adaptations de 1984. Hein, oui, il y en a eu pas mal en BD, par exemple récemment, effectivement. Au Rocher, Flammarion, etc. À chaque fois assez bonne d'ailleurs, hein, graphiquement, c'est à chaque fois assez bien réussi, c'est assez fidèle. Mais... Vous avez vu celle de Xavier? Alors non, je ne l'ai pas encore vue, malheureusement. Faudrait que vous lui envoyiez, hein, c'est vraiment... Effectivement, c'est une bonne idée, puisque jusqu'à présent, comme Xavier disait, on n'avait pas eu de BD 1984, on a celle de La Ferme des Animaux qui existe, mais pas de 84. Oui. Absolument. Et vous avez à un moment donné parlé des temps modernes, Chaplin, bien sûr. Vous trouvez qu'il y a des correspondances ? Il y a des correspondances, je trouve, dans l'imagerie qu'Orwell avait de son roman. C'est qu'à mon avis, c'est quelque chose comme ça. S'il avait dû l'adapter en BD de son vivant, je pense qu'il aurait voulu faire quelque chose comme ça. Mais Chaplin, dans les temps modernes, on peut dire qu'il avait aussi imaginé la surveillance généralisée en quelque sorte. Oui, il y avait de ça. Il y avait un peu de ça, oui. Pas dans le même esprit, mais c'est vrai qu'il y avait de ça. Alors, Kevin Boucault-Victoire, Orwell est aujourd'hui donc aussi bien revendiqué par la gauche que par la droite, socialistes, libéraux, conservateurs. Tous se le disputent, on peut le décrire ainsi. Qui sont, selon vous, aujourd'hui les héritiers d'Orwell ? Alors, les héritiers d'Orwell sont en nombre assez faible pour moi et souvent marginaux. Bon, on peut citer Jean-Claude Michéa, que j'ai déjà cité, qui est un peu le penseur, l'introducteur de sa pensée au moins aujourd'hui. Donc Jean-Claude Michéa, qui se revendique effectivement d'une forme de socialisme à la fois libertaire et conservateur. Libertaire, c'est-à-dire méfiant à l'égard des grands appareils d'État, etc. Et en même temps méfiant à l'égard du progrès et du progrès technique, mais aussi sociétal. On a des gens un peu moins connus comme Bruce Bégou, dont j'ai parlé tout à l'heure aussi, qui a écrit ce livre sur la décence commune. Jean-Jacques Rosa. Jean-Jacques Rosa, effectivement, qui était éditeur chez Agone, qui a beaucoup publié dessus. Et puis, pour moi, une maison d'édition qui se rapproche beaucoup de ce que fait Orwell. C'est d'ailleurs eux qui avaient publié la dernière version de la BD de La Ferme des Animaux, c'est les éditions L'Échappée, qui sont une maison d'édition à la fois anarchiste et technocritique. Qui se revendique aussi de la décroissance. Ça, c'est effectivement pour moi, là, on est sur des choses assez proches d'Orwell. Est-ce que, alors justement, et c'est la question que je voudrais poser à Kevin et à vous aussi, Xavier Coste, est-ce qu'il n'y a pas aussi le côté, alors, on ne peut pas y échapper quelquefois, mais vous savez, on disait que les temps étaient chaplinesques, on parle beaucoup des temps orwelliens. Hein. Maintenant, il est cité ce que disait Céline aussi, c'est-à-dire tout le monde le revendique, en tout cas tout le monde, peut-être pas s'en réclame, mais dit on est orwellien. Est-ce que c'est devenu un mot valise ? Est-ce que c'est devenu l'auberge espagnole des fantasmes, ou effectivement, quelle signification dans le monde d'aujourd'hui ? Alors c'est vrai qu'il y a aussi un côté effectivement auberge espagnole. Ces concepts sont intéressants, mais on peut pas totalement plaquer 1984 sur ce qu'on a aujourd'hui non plus. Effectivement, on aime voir des choses orwelliennes un peu partout. L'autre chose aussi dans la revendication d'Orwell, outre la critique du totalitarisme, c'est que
effectivement, on aime prendre un petit bout d'Orwell. Donc, une partie de la gauche va prendre un peu sa critique du capitalisme, en oubliant en oubliant son côté un peu conservateur. La droite va parfois prendre son côté conservateur ou les critiques qu'il adresse à la gauche, mais en oubliant la critique du capitalisme. On a des gens qui se disent orwelliens libéraux, alors que bon, Orwell ne détestait rien de plus que le libéralisme, si ce n'est peut-être le totalitarisme. Voilà, il y a aussi ce côté un peu, on aime prendre ce qu'on veut d'Orwell, on aime voir ce qu'on veut. On se retrouve avec une promo de l'ENA qui s'est retrouvée une promo George Orwell, je crois, en 2015 ou 2016. Ouais. Je pense que Orwell aurait difficilement apprécié. Voilà, c'est ça. Oberton qui a fait un livre dont le titre se réclamait d'Orwell. Il y a un peu chacun qui veut voir midi à sa porte et qui veut voir Orwell à sa porte, en fait. Alors justement, Xavier Coste, votre génération, parce que vous, c'est bien à 15 ans, vous avez lu ça. Est-ce que vous avez l'impression que, je ne vous parle pas ni comme porte-parole que représentant, vous représentez vous-même et c'est déjà très bien, mais est-ce que pour vous, ce monde d'aujourd'hui, effectivement, c'est un peu ça, c'est-à-dire que, est-ce qu'on est dedans, je ne veux pas dire qu'on sera dedans à l'infinitum, mais est-ce que ce monde orwellien, votre génération aussi, vous le sentez un peu comme ça, comme une espèce de quelqu'un qui a prophétisé, en tout cas, qui l'a vu presque en tant que voyant? D'une certaine manière, oui, mais comme le disait mon collègue, c'est vrai que je trouve qu'il a tendance à être trop surcité aujourd'hui, 1984. Et je vois ça presque aussi comme une paresse intellectuelle aussi, c'est que du coup, ça permet de clore le débat, de tout de suite rapprocher un fait d'actualité à l'œuvre d'Orwell. Et c'est vrai que même si 1984 décrit merveilleusement bien les fonctionnements d'un système totalitaire, c'est aussi une histoire d'amour, et c'est aussi pour ça qu'à travers ma bande dessinée, ça permet de donner des images sur des choses qu'on finit par oublier de 1984. Ça finit par devenir un totem sur les gouvernements, et ça reste quand même aussi une histoire d'amour, ce qu'il ne faut pas oublier. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, vraiment, l'actualité me fait peur, et je trouve qu'on est en train de basculer du mauvais côté, et c'est pour ça aussi que graphiquement, je trouvais ça important de ramener mon adaptation d'Orwell à quelque chose de plus contemporain ou plus proche de nous, quoi. Oui, absolument. Alors, Kevin, si Orwell était encore des nôtres, selon vous, comment il réagirait au monde d'aujourd'hui ? Est-ce qu'il aurait écrit 2084 ? Alors, c'est toujours très dur quand même de faire parler les morts. Bien sûr. Mais je pense que déjà la prolifération de la technique, du numérique, des écrans partout dans nos vies, des caméras de surveillance, etc. Je pense que ça leur est quand même assez horrifié. Quand même les drones et tout ça. Les drones, effectivement. En plus, les drones qui se baladent sur des plages vides ou pour traquer des randonneurs. Lui qui aimait en plus la nature, je pense que il aurait moyennement apprécié l'artificialisation un peu de tout, le béton partout. Je pense qu'il aurait eu beaucoup de mal. Et puis effectivement, je pense que le confinement, c'est pas quelque chose qu'il aurait beaucoup apprécié, quoi. Cette idée, surtout les hommes de cette époque, cette idée de leur dire maintenant vous ne sortez pas, vous ne pouvez même plus voir vos grands-parents ou oui, parce ou que même pendant amis. La guerre, ils n'ont pas eu ça. Bah oui, même en plein blitz à Londres. Enfin, et on oublie que la grippe espagnole, elle arrive juste après une guerre, et que on leur demande pas effectivement ce qu'on nous demande. On leur a pas demandé ce qu'on nous demande aujourd'hui, quoi. Et je pense que c'est aussi parce que des hommes de ce temps-là n'étaient pas capables, ou pour eux c'était inimaginable en fait d'arrêter de vivre pour sauver leur propre vie, quoi. C'est ça. C'est ça, on jouait dans un monde où effectivement la mort devient quelque chose de hors la loi. C'est ça. Et alors votre prochain livre, ce sera sur quoi, Xavier Coste ? Je pense que ce sera sur des sujets plus légers. Là, j'ai deux projets en préparation, dont un sur les freak shows, sur le monde du cirque. D'accord. Même si le sujet a priori n'est pas plus léger, j'ai besoin d'avoir un traitement plus serein. Et c'est vrai que j'en parlais tout à l'heure quand j'ai terminé 1984. On parlait des drones, je voyais des actualités comme quoi Nice recevait des drones pour alerter les citoyens, leur dire de rentrer chez eux. Donc c'est vrai que ça reste encore là. Hein. Ouais, j'ai vraiment eu du mal avec ça. Et Kevin, votre prochain livre ? Alors là, vu qu'il n'y a pas grand-chose de concret, il y a des idées. Je préfère ne pas en parler. Je ne suis pas dans la rédaction et je suis pas. Mais est-ce que moi je voudrais poser une dernière question, Au fond, l'histoire d'Orwell quand même, et c'est intéressant et c'est ça qu'il faut voir, je crois, au-delà des héritiers d'Orwell, c'est
il n'a jamais pensé dans les passages cloutés. Ou en tout cas, il s'est toujours échappé, c'est vrai, du prêt-à-penser. C'est un homme de gauche qui a dénoncé les errements de la gauche. Et moi, il me fait beaucoup penser à Simone Veil, la philosophe, donc avec un W, qui a été très critique, qui a pu être très critique de son temps, d'ailleurs, qui a aussi fait la guerre d'Espagne et qui, elle aussi, est morte jeune, même plus jeune. Il me fait penser aussi à Bernanos, qui lui aussi a fait la guerre d'Espagne, mais dans l'autre camp, pour dénoncer qui a fini par dénoncer les crimes de l'extrême droite. Pensant à les grands cimetières sous la Lune. Exactement, les grands cimetières sous la Lune. Voilà, et qui d'ailleurs était aussi méfiant vis-à-vis de la technologie, etc. Moi, il me fait un peu penser à ces hommes-là qui sont d'un camp et qui en même temps n'en sont pas vraiment. Quoi. Ça s'appelle des hommes libres. Et oui, en tout cas, lisez, sinon relisez, chers auditeurs de Sud Radio, Orwell, qui a donc fait effectivement, Landré l'a rappelé tout à l'heure, son entrée dans la Pléiade et ses romans 1984 et La ferme des animaux, qu'il faut absolument lire, sont disponibles donc chez Folio Classique. Je rappelle que la BD 1984 de Xavier Coste est parue, elle, chez Sarbacane, et que le livre de Kevin Boucault-Victoire intitulé George Orwell, écrivain des gens ordinaires, est publié chez Première Partie. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaie sur Sud Radio. Aujourd'hui, elle reçoit la psychothérapeute Anne-Clotilde Ziegler. Pourquoi est-ce si important de dire je t'aime à son partenaire? Que signifie j'ai envie de toi, j'ai besoin de toi, je ne veux pas vivre sans toi? Eh bien, réponse dans un instant sur Sud Radio.